On a vu tous les éléments d'une application Android. D'accord? Donc après, on a vu comment utiliser le multithreading. Maintenant, on va voir les permissions. Donc, les permissions servent à protéger la confidentialité d'un utilisateur d'un appareil Android. Quand on cherche à faire des actions de lecture ou écriture, sur par exemple rajouter un contact ou supprimer un contact, d'accord? Ou bien afficher un fichier ou modifier le fichier, l'accès au réseau, d'accord? Donc, c'est des actions qui nécessitent l'approbation de l'utilisateur. Activer la caméra, ne pas l'activer. Donc, ce genre d'opération nécessite l'approbation de l'utilisateur et donc nécessite la permission de l'utilisateur. Donc, une application doit publier les autorisations requises en incluant les bases dans le manifeste. Donc, on a vu dans le fichier Android manifest.xml, d'accord, on rajoute une balise permission avec le nom de la permission. Par exemple, ici, envoi d'SMS. Là, c'est une permission d'envoyer un SMS. Si c'était une permission pour utiliser la caméra, aussi, on va la rajouter ici. Permission d'être connecté à un réseau, aussi. Ça peut être la permission de modifier le stockage, c'est-à-dire d'accéder au stockage. D'accord? Donc, une activité spécifie si le composant peut lancer l'activité associée lors de Start Activity. Donc, au niveau du Start de l'activité, il vérifie si on peut accéder ou pas. D'accord? Donc, en fait, on va voir l'exemple en TP, comment rajouter une demande de permission et comment, au niveau de l'activité, pouvoir vérifier est-ce que la permission, là, on l'a pas. C'est-à-dire qu'ici, on doit vérifier le cas échéant s'il n'y a pas de permission. D'accord? Ne pas laisser l'application planter, mais vérifier que la permission est donnée ou non. Donc, on peut avoir des permissions au niveau de l'activité. D'accord? On va demander, par exemple, la permission de la caméra au niveau de l'activité. Au niveau du content provider, si on peut lire ou écrire des données dans le content provider. Au niveau des services aussi, on spécifie si le composant peut lancer ou lire un service. Donc, start service, stop service ou bind to service. Ou par rapport aussi au broadcast receiver, si on a envoyé un broadcast ou non. Donc, nous avons ici des méthodes, d'accord, pour vérifier est-ce qu'un processus peut accéder à un service, par exemple. Donc, on a la méthode check calling permission. Est-ce qu'un processus donné a les permissions spécifiques? Check permission. D'accord? Est-ce qu'une application donnée a des permissions spécifiques? Donc, on utilise aussi check permission de package manager. Et donc là, toutes ces méthodes-là, on va voir comment les utiliser au niveau de l'application OTP. Donc, alors, il y a deux catégories de permissions. Des permissions normales, donc, qui représentent un risque faible par rapport à la confidentialité d'un utilisateur au fonctionnement des applications. Par exemple, l'autorisation d'accès à Internet. Après, il y a des permissions de signature où le système accorde des permissions à l'application au moment de l'installation, mais uniquement lorsque l'application tente de les utiliser et signée par le même certificat que l'application qui définit ces permissions. D'accord? Ce sont des permissions de signature qui sont vérifiées au moment de l'installation. Il y a des permissions dangereuses pour obtenir des données et de ressources impliquant les informations privées de l'utilisateur, donc des données stockées par exemple par l'utilisateur, et donc ça c'est des permissions qui sont dangereuses.
D'accord. Donc là, on a parlé des permissions parce qu'on aura besoin en TP, parce qu'en TP, on avait dit que la prochaine étape, c'est l'utilisation de la caméra. Et l'utilisation d'une ressource nécessite une permission. D'accord. Si par exemple, on prend une photo, on va la stocker, il nécessite la permission. Est-ce qu'on peut accéder au stockage ou non? D'accord. Est-ce qu'on peut enregistrer une photo qu'on a prise ou non? Donc là, il y a la nécessité de vérifier la permission du stockage. Si on veut envoyer la photo par Internet, on doit demander la permission d'être connecté à Internet aussi. Donc, toutes ces permissions, on va les voir en TP, comment les utiliser dans une application. D'accord? Maintenant, on va commencer à avoir le côté système d'exploitation dans la gestion des ressources. Donc, on va voir la gestion de la mémoire, la gestion des processus et la gestion de la batterie, de l'énergie. Alors, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système de gestion de la mémoire sous Android. Donc, on a une RAM. C'est la mémoire vive. On a la ZRAM, c'est une partition de la RAM pour le swapping. D'accord, le swapping, les données compressées, le storage de données permanentes, contact, bibliothèque et tout ça. Donc, on a la RAM. Une partie de la RAM, c'est la ZRAM. C'est une partition de la RAM pour le swapping. D'accord. On a le storage, d'accord, pour les données permanentes. D'accord. Là, par exemple, votre fichier de contact et tout ça. D'accord. Alors, ces données-là peuvent être accédées par des processus qui s'exécutent sur CPU ou GPU. D'accord. Donc, la RAM est structurée en page mémoire. Donc, sous Android, vous avez vu déjà en gestion de la mémoire, en système d'exploitation dans des modules des années précédentes. Donc, c'est une mémoire paginée. D'accord. Donc, sous Android, la mémoire est une mémoire paginée. Donc, c'est une mémoire par page. La taille d'une page est de 4 KB. D'accord. Sous Android, une page mémoire est de 4 KB. Une page, elle est soit libre, soit utilisée. D'accord. Soit il y a des données qui sont sur cette page-là ou non. D'accord. Maintenant, elle peut être cached. D'accord. Donc, du code d'application ou un fichier. Vous savez bien que pour qu'un processus puisse s'exécuter, il doit être chargé en mémoire. D'accord. Donc, il se peut qu'une page mémoire contient des instructions d'un processus. Ces instructions-là sont dites privées, donc cette page-là est dite privée, si elle appartient à un seul processus. D'accord. Ça peut être une copie originale, ça veut dire que ça peut être les données originales, d'accord, ou bien modifiées, ça veut dire qu'à un certain moment, ces instructions-là sont modifiées et donc cette page est dite modifiée. Maintenant, il se peut que ce qu'il y a dans cette page-là est partagé, donc appartient à plusieurs processus, plus d'un processus. Elle peut être une copie originale, donc c'est exactement ce qu'il y avait, comme elle peut être modifiée aussi. Donc, ça, c'est les pages RAM qui sont dites cached. Après, il y en a qui sont anonymes. Anonyme, ça veut dire elle n'est pas associée à un fichier enregistré, alloué, d'accord. Et ça, elle peut être modifiée, peut être compressée par le ZRAM ou par le KSWAP. On va voir le KSWAP, c'est quoi. Alors, le KSWAP, c'est quoi? C'est le noyau, d'accord, kernel swap daemon. Ça veut dire que c'est un noyau qui est chargé de faire le swap, d'accord, de la mémoire. Un processus, c'est un processus du noyau du système, d'accord, qui est chargé de la gestion de la mémoire, devient actif dans le cas de la mémoire libre, passe en dessous d'un seuil minimal. C'est-à-dire quand est-ce que le KSWAP va commencer à agir, d'accord? Quand la mémoire atteint, c'est-à-dire la mémoire libre atteint un seuil minimal, d'accord? Et quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il va s'arrêter quand la limite des pages libres devient maximale. D'accord? Donc, le KSWAP ne s'exécute pas tout le temps. Il s'exécute
quand la mémoire libre atteint un seuil minimal jusqu'à ce qu'elle atteigne son seuil maximal. D'accord? Donc, alors, son rôle, c'est quoi? C'est libérer de la mémoire. D'accord? Regardez, on avait dit qu'il y a des pages. La mémoire est en pages. D'accord? Il y a des pages qui sont rattachées à un seul processus et elles sont privées. Il y a des pages qui sont rattachées à plusieurs processus ou partagées par plusieurs processus. On avait dit que ce sont des pages partagées. D'accord? Alors, la RAM, elle contient un certain nombre de pages libres. Quand le seuil minimal de pages libres est atteint, le CASWAP va libérer ces pages qui sont enregistrées en stockage et qui n'ont pas été modifiées. D'accord? On avait dit que la RAM, c'est quoi? C'est quand un processus est en train de s'exécuter et il est chargé du storage, d'accord, en RAM. Si ces pages-là, d'accord, ils sont déjà en storage et n'ont pas été modifiés, donc il va les libérer de la RAM. D'accord? Maintenant, quand ils redeviennent demandés, il va les recharger en RAM. Les pages du cache qui sont, que ce soit les pages cache ou anonymes, utilisées, libérées de la RAM, elles sont compressées et elles sont stockées en ZRAM. Si un processus les redemande, elles sont décompressées et elles reviennent en RAM. D'accord? Si le processus associé est terminé, les pages alors sont supprimées du ZRAM. Dans le cas où la RAM libre passe en dessous du seuil minimal, le système fait appel à LMK. Regardez, il y a deux étapes. Au départ, la RAM était libre, il y avait assez d'espace. À chaque fois qu'une page était en storage et elle est demandée, elle est chargée en RAM, il y a de la place. D'accord? À un certain moment, le seuil minimal des pages libres est atteint. Le CASWAP commence à réagir. Il va faire quoi? Il va chercher. Est-ce qu'il y a des pages qui sont déjà dans le storage? D'accord? Elles sont chargées en RAM et elles n'ont pas été modifiées. Il les libère. D'accord? Étant donné qu'elles sont déjà en storage. D'accord? Maintenant, si elles sont modifiées, d'accord? Si elles sont modifiées, elles passent d'abord au ZRAM. D'accord? Elles sont compressées et elles passent au ZRAM. Et il libère de l'espace. Maintenant, si le CASWAP n'a pas réussi à libérer assez d'espace, si le CASWAP n'a pas réussi à libérer assez d'espace, là c'est un autre processus système qui va faire son apparition, qui va commencer son exécution, c'est le LMK. D'accord? C'est quoi le LMK? Low Memory Killer. D'accord? Dans le cas où le CASWAP ne libère pas assez de mémoire, le système utilise un train memory pour demander à l'application de réduire son allocation. Si ce n'est pas suffisant, le système commence à terminer les processus à l'aide du LMK. D'accord? Low Memory Killer, ça veut dire qu'il commence à, non pas à libérer les pages, mais à libérer les processus. Donc, arrêter les processus qui sont en train de consommer de la mémoire. Maintenant, bien sûr, comment va-t-on sacrifier un processus? Bien sûr, il faut établir des règles. C'est quel processus qui va être sacrifié? D'accord? Donc là, il y a un score, d'accord, utilisé pour donner la priorité aux processus qui sont en cours d'exécution. Les processus qui sont en arrière-plan, d'accord, sont terminés en premier et les processus système en dernier, bien sûr. Donc la priorité, s'il y a des processus en background, donc forcément, elles vont être sacrifiées en premier, parce qu'elles sont en background. D'accord? Et ainsi de suite. Donc après, ça va être les services.
Ensuite, si avec ça, on n'arrive pas à libérer assez de mémoire, on va libérer les processus qui sont en avant-plan. Bien sûr, les processus système sont les processus qui sont touchés en dernier. Ça veut dire que c'est ceux qui sont les plus prioritaires. D'accord? Donc, en premier, il va libérer les applications en background, d'accord? Quelle que soit l'application qui est en background. Ensuite, aller vers les applications, les services, jusqu'à arriver aux applications qui sont en train de s'exécuter en avant-plan, les applications persistantes. On a tout le temps besoin de faire des appels ou activer une localisation et tout ça. Donc là, il va commencer à enlever les demandes d'activation de périphériques. D'accord? Ensuite, s'il n'y a pas assez de mémoire libérée, il va arriver au processus système. Mais ceux-là restent en dernier. D'accord? Ils sont touchés en dernier parce qu'ils sont les plus prioritaires. Alors, maintenant, regardez. Alors, on a vu que la mémoire sous Android est une mémoire paginique, que la taille d'une page mémoire est de 4 KB. D'accord? Qu'il y a un seuil minimal d'espace libre à garder. D'accord? Il faut toujours que le système tente de garder tout le temps un seuil d'espace libre en mémoire. Si ce seuil minimal est atteint, il y a le CASWAP qui est un processus système qui commence à traiter la mémoire de sorte à récupérer de l'espace libre. On avait dit comment il récupère les espaces libres, il travaille page par page. C'est-à-dire il va regarder s'il y a des pages qui sont déjà enregistrées sur disque et puis qui n'ont pas été modifiées en mémoire, donc il les libère. D'accord? Ou bien il va transférer des données qui sont modifiées en compressant dans le ZRAM. Si tous ces efforts n'ont pas payé, il y a un autre processus système qui va commencer à s'exécuter, c'est le LMK. Et le LMK ne va pas gérer les pages, mais il va gérer les processus. Il va directement mettre fin aux processus qui sont en train d'occuper cette mémoire-là. On avait dit comment il va le faire. Il va sélectionner les processus suivant une priorité. On avait dit que les moins prioritaires sont les applications, donc les processus qui s'exécutent en background, et les plus prioritaires sont les applications ou les processus système. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le moment? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord, merci. Maintenant, nous allons voir comment calculer l'espace mémoire occupé par une application. On avait dit qu'une page mémoire pouvait être privée, comme elle pouvait être partagée. D'accord? Par exemple, un service. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les services? On avait dit qu'un service, il peut être en exécution et que les applications peuvent binder ce service. Donc, il se peut que plusieurs applications bindent le même service. Du coup, tout le traitement lié à ce service va être partagé entre ces applications-là. Pour que ce service puisse s'exécuter, il doit être en mémoire. Et donc, l'espace ou les pages occupées par ce service-là vont être partagées. Donc, ce sera des pages mémoire partagées entre les différents processus qui utilisent ce service. Donc, c'est une allocation avec des pages partagées. Par exemple, là, on a Google Play, le service de Google Play. Il est partagé, d'accord, entre les applications. Maintenant, ça peut être une allocation sans partage si les données sont liées à un seul processus. D'accord? Donc, on a, ça c'est notre RAM, on va dire que ça c'est notre RAM. D'accord? Donc, il y a bien sûr une partie
de la mémoire qui sont liés au processus système. On sait bien que les processus système, pour qu'ils puissent s'exécuter, il faudrait qu'ils soient chargés en mémoire. D'accord? Ensuite, on a les pages d'un service. Là, par exemple, c'est le service de Google Play. Ensuite, on a les deux apps, App 1 et App 2, qui ont des pages privées. Et le reste, ce sont des pages libres. Donc, suivant l'état d'exécution de votre Android, va dépendre le schéma de votre mémoire. Est-ce qu'il y a des pages qui sont partagées ou bien est-ce qu'il n'y a que des pages privées? D'accord? Pour calculer l'espace occupé, le système utilise des métriques. D'accord? Utilise des formules. Il y a Resident Set Size, ce qu'on appelle RSS. Resident Set Size, c'est le nombre de pages partagées et non partagées. Donc, pour un processus, au total, il va calculer le nombre de pages qui sont partagées et non partagées. Il y a une autre métrique qui est Proportional Set Size. PSSS, c'est le nombre de pages non partagées et une distribution des pages partagées. Il y a le Unique Set Size, USSS, c'est le nombre de pages non partagées. D'accord? Alors, donc, la première, c'est le nombre de pages qui sont partagées et non partagées. On prend le tout. D'accord? Dans le proportionnel, on va prendre le nombre de pages qui sont non partagées, plus une distribution des pages partagées. C'est-à-dire que là, on ne va pas tout prendre pour les partager. Et l'unique set size, c'est le nombre de pages qui sont juste non partagées. D'accord? Donc, en TD, nous allons voir des exercices pour calculer le nombre de pages d'un processus et autres. Est-ce que c'est clair pour la gestion de la mémoire? Pour ma part, oui, madame. D'accord, merci. Donc, vous avez bien vu que, tel qu'on avait dit, que le système Android, c'est un système est basé sur un noyau Unix. Puisque Unix gère une mémoire paginée, Android aussi gère une mémoire paginée. Après, il y a des spécificités. On avait dit qu'il y avait des spécificités. Et là, les spécificités, c'est par rapport aux pages qui sont partagées, aux pages qui sont privées. Donc, on avait cité l'exemple du service qui a été bindé par plusieurs applications. Et donc, les pages du service sont des pages partagées par plusieurs applications. En fait, la caractéristique d'un système Android, c'est le partage des pages. D'accord? C'est pas chaque processus a des pages privées. Chaque processus peut avoir ses pages privées, mais il peut aussi avoir des pages partagées. D'accord? Et puis, on avait dit que pour libérer la mémoire, il y a un seuil minimal à respecter. Et pour libérer la mémoire, on a des processus système qui s'exécutent à deux niveaux. Le premier, c'est le cas swapped. Et quand ça devient critique, c'est le LMK qui commence à s'exécuter. Comment le système lance les deux exécutions par rapport à quoi? C'est par rapport au seuil minimal. Et comment le seuil minimal libre est calculé? En utilisant les métriques. D'accord? RSS, PSS et USS. D'accord? Donc ça, c'est les informations générales à la gestion de la mémoire. Ensuite, en TD, nous allons voir les exercices liés à ça. Alors, maintenant, il y a une autre ressource à gérer. Donc, on a vu la gestion de la ressource mémoire, mais on a aussi une autre ressource à gérer, c'est l'énergie. On avait dit que la particularité des systèmes embarqués, c'est qu'ils ne sont pas alimentés tout le temps. D'accord? Ils sont gérés par des batteries qui sont embarqués sur des systèmes qui peuvent être mobiles. Et donc là, la particularité en plus de notre système qui est mobile, c'est que il est géré par une batterie. D'accord? Et donc cette batterie-là, c'est une ressource qui est limitée. Comment gérer cette ressource limitée? D'accord?
Alors, là, dans la gestion de l'énergie, à partir de Android 9, d'accord, il y a eu deux fonctionnalités en plus. On a le Standby Bucket. Le système limite l'accès à l'application aux ressources suivant son utilisation par l'utilisateur. Donc, en fonction de son utilisation par l'utilisateur. Il y a le Battery Saver Improvements. Quand la batterie... donc, il y a une restriction à toutes les applications. Quand la batterie atteint un seuil minimal, il y a une restriction sur toutes les applications. Donc, il y a deux parties. D'accord ? Il traite les applications en fonction de comment l'utilisateur est en train de les utiliser. Et autre fonctionnalité, c'est qu'il va appliquer des restrictions à toutes les applications, quelle que soit leur utilisation. D'accord? Alors, le premier, donc là, le système va catégoriser les applications en fonction de leur utilisation fréquente et récente. D'accord? Est-ce que c'est une application que l'utilisateur utilise tout le temps, fréquente, d'accord? Ou bien est-ce que c'est une application qui est récemment utilisée par l'utilisateur, d'accord? Donc il y a 5 niveaux. Il y a les applications qui sont labellisées actives. Donc l'application est en cours d'exécution, ça veut dire qu'elle est récente. Donc elle a lancé une activité ou un service en avant-plan. Là, aucune restriction ne va être appliquée à ce niveau-là. Il y a le working. L'application est utilisée, mais elle n'est pas active. D'accord? Elle peut être en arrière-plan. Donc, ça va être une restriction moyenne. Une application peut être labellisée fréquente. Donc, l'application est utilisée fréquemment, d'accord? Mais elle n'est pas pour autant active. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas en cours d'exécution, mais c'est une application qui est utilisée régulièrement. Donc, ça peut être par exemple une application qu'on utilise pour calculer le nombre de pas, d'accord? Ou autre. Donc là, c'est une restriction forte qui va être utilisée. Les applications labellisées rares, c'est une application qui est utilisée rarement, d'accord? Par exemple, je ne sais pas, bon là on a cité exemple d'une application d'un hôtel, mais comme Booking par exemple, ça va être, on va dire de vacances à vacances, voilà. Donc c'est une restriction stricte qui va être utilisée. Alors, une application est labellisée Never quand une application installée, mais elle n'a jamais été utilisée. Donc là, c'est une restriction sévère qui va être appliquée. D'accord? Donc, on avait dit qu'il y a deux fonctionnalités. La première fonctionnalité va traiter les applications, d'accord, ces processus-là, en fonction de leur utilisation. Comment l'utilisateur est en train de les utiliser, fréquemment ou récemment. Hein? Donc, on a la priorité aux récentes. Récente, donc si elle était active, récente, ça veut dire qu'elle est utilisée récemment, donc elle peut être active, donc en cours d'exécution. Si elle est en cours d'exécution, on ne va pas la restreindre, donc on va la laisser continuer son exécution. Elle peut être working quand elle est récente, mais elle est en arrière-plan. D'accord? Donc on va lui appliquer une restriction moyenne. Elle peut être fréquente, ça veut dire qu'elle est utilisée fréquemment, mais pas en ce moment. En ce moment-là, elle n'est pas en cours d'exécution. Donc elle a une restriction forte. C'est une application rare, ça veut dire que c'est une application qui est utilisée ponctuellement, on va dire, mais à des moments, mais pas souvent, d'accord? Donc elle est rare. Une application, elle peut être aussi installée, mais jamais utilisée. Donc là, on va lui appliquer une restriction sévère. D'accord? Maintenant, le système met les applications en stand-by mode, d'accord? Et n'attend pas que l'app soit en veille. Donc là, c'est aussi un des niveaux d'énergie. C'est-à-dire que là, quand la batterie vraiment atteint un seuil minimal, donc là, il y a le Battery Saver Improvement qui va s'exécuter. Et donc là, il ne va pas faire attention à l'utilisation des applications. Il va toutes les traiter de la même manière. Donc, il va mettre les apps
en stand-by, et n'attend pas que l'application soit en veille, par exemple. Donc, les background apps, les applications qui sont en background en exécution limitée. Par exemple, en fait, la localisation, les services vont être désactivés. Le service de localisation va être désactivé dès que l'écran est verrouillé, par exemple. Ou bien, il va limiter l'accès au réseau, aux applications, par exemple, qui sont en background. Donc, si les applications sont en arrière-plan, il va leur limiter l'accès au réseau. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'il ne va pas traiter vraiment les applications en fonction de leur utilisation, mais voilà, il va agir juste en appliquant des restrictions aux applications pour limiter l'utilisation de la batterie. D'accord? Donc, ceux qui sont en background déjà, il va leur limiter l'utilisation, il ne va pas leur permettre d'accéder au réseau. Dès que l'écran est verrouillé, il enlève les services, d'accord? Il désactive les services, par exemple les services de localisation, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est on va dire des actions que le système d'exploitation entretient pour garder la batterie en vie le maximum de temps possible. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame. Donc aujourd'hui, nous avons vu gestion de la mémoire et gestion de la batterie, d'accord, de l'énergie. La semaine prochaine, nous allons voir gestion de processus, d'accord. Donc voilà. Donc je préfère qu'on n'avance pas plus que ça. On va laisser gestion de processus parce que c'est un gros, c'est une partie qui est conséquente, d'accord. On n'aura pas assez de temps pour l'entreprendre aujourd'hui. Les autres, vous n'avez pas de questions? Non, ça va, madame. Merci. Donc, si vous n'avez pas de questions, on prend la pause et on reprend avec réalité virtuelle parce qu'on ne peut pas commencer à gérer un processus maintenant. D'accord, madame. À plus.